Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 30 juillet, je vous propose de revenir tout d'abord sur la rencontre du Quad, le dialogue quadrilatéral pour la sécurité, qui s'est tenu hier à Tokyo. Nous irons ensuite en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour revenir sur le processus de rédaction d'une proposition de constitution en vue de l'indépendance de la région autonome de Bougainville, qui devrait accéder à l'indépendance d'ici 2027. Philippines également, puisque l'on s'intéressera au naufrage d'un navire pétrolier dans la baie de Manille et au risque de marée noire dans la zone. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en Corée du Nord en nous intéressant à la fille du dirigeant suprême Kim Jong-un, qui pourrait bien lui succéder dans le futur à la tête de l'État. Les ministres des Affaires étrangères de l'Australie, du Japon, de l'Inde et des États-Unis, tous membres du Quad, le dialogue quadrilatéral pour la sécurité, se sont réunis hier à Tokyo pour un nouveau sommet avec comme thème de discussion prioritaire la sécurité maritime et la coopération en matière de cyberdéfense. Étaient donc présents pour ce sommet convoqué dans la capitale japonaise la chef de la diplomatie australienne Penny Wong et ses homologues indiens, japonais et américains Subrahmanyam Jaishankar, Yoko Kamikawa et Antony Blinken. Notons que ce dernier a déjà participé la veille à une rencontre bilatérale sur le thème de la sécurité au terme de laquelle Tokyo et Washington ont qualifié la Chine de plus grand défi pour la région. Dans son discours prononcé hier lors de l'inauguration de la rencontre, Penny Wong a réaffirmé la position des 4 membres du Quad en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région, selon ses mots. La ministre japonaise des Affaires étrangères, Yoko Kamikawa, a quant à elle souligné le besoin d'établir une force de cybersécurité et de fournir des opportunités d'entraînement en matière de sécurité maritime afin de protéger et de garantir le développement de la région Indo-Pacifique. Le communiqué conjoint produit par le Quad au terme de la rencontre a aussi critiqué l'attitude provocatrice de la Chine en mer de Chine méridionale et orientale et a qualifié ses comportements, je cite, de plus gros défis stratégiques dans la région et au-delà. Le communiqué accuse Pékin de vouloir, je cite, remodeler l'ordre international à son avantage et au détriment des autres. Les États-Unis avaient annoncé dimanche un vaste plan de réforme de son commandement militaire stationné au Japon, avec comme objectif de renforcer la coopération avec le Japon, où environ 50 000 soldats américains sont stationnés. C'est l'une des principales mesures prises lors de la rencontre entre Tokyo et Washington de dimanche, et visant à répondre, je cite, au changement de la situation sécuritaire, notamment avec les différentes menaces de Pékin. Dans le cadre de ce plan de réforme, les forces américaines stationnées au Japon verront leur statut augmenter avec la création d'un QG des forces conjointes et accompagné de missions et de responsabilités opérationnelles élargies. Antony Blinken a reconnu que les conflits en cours à Gaza, en Ukraine ou encore au sud du Soudan accaparaient beaucoup d'attention au niveau mondial, tout en affirmant que les membres du Quad ne détourneraient pas pour autant le regard de la région Indo-Pacifique. Après leur passage dans la capitale japonaise, Blinken et le secrétaire d'État à la Défense américain Lloyd Austin se rendront aux Philippines pour d'autres discussions sur le thème de la sécurité. Notons que Blinken a aussi rencontré samedi dernier le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, lors d'un passage au Laos, une rencontre lors de laquelle le secrétaire d'État américain a réitéré la position de Washington en faveur d'un Indo-Pacifique, je cite, libre et ouvert. Alors que la région autonome de Bougainville se prépare à accéder à l'indépendance d'ici 2027, la population est en train d'être consultée sur le texte qui a été finalisé en mai dernier. Pour rappel, ce sont plus de 98% de la population de Bougainville qui a voté en faveur de l'indépendance lors du référendum organisé fin 2019 dans le cadre de l'accord de paix signé en 2001 après 10 ans de guerre civile meurtrière.
Le gouvernement papou-néo-guinéen s'est engagé à plusieurs reprises à accorder l'indépendance à Bougainville, même si le résultat du référendum n'est pas contraignant en soi, et que l'accord signé en 2022 entre les représentants de Bougainville et le gouvernement central, qui fixe la date de l'indépendance entre 2025 et 2027, n'a toujours pas été ratifié par le Parlement qui siège à Port Moresby. Radio New Zealand a publié sur son site un entretien avec l'universitaire australien Anthony Regan, spécialiste de droit constitutionnel, qui a servi de conseiller pour la rédaction de cette proposition de constitution. Ce dernier a indiqué aux médias néo-zélandais que la rédaction avait été particulièrement inspirée de la proposition de constitution pour les îles Fidji, rédigée sous le conseil de son mentor, l'universitaire kényan Yash Gai, mais qui a été écartée par le gouvernement de Frank Bainimarama. L'universitaire australien a indiqué que le texte accordait une place particulière à la gestion des terres, des ressources et de l'environnement, et notamment à la gestion de la mine de Panguna, l'une des plus grandes réserves de cuivre au monde, dont l'exploitation représente un enjeu socio-économique majeur pour le futur pays. Par ailleurs, le texte maintient le principe de quotas de sièges réservés aux femmes et aux anciens combattants, qui est inscrit dans la Constitution actuelle. Le quotidien papou-néo-guinéen Post-Courrier a rapporté hier que la commission de planification de la Constitution était dans sa 3e semaine de consultation dans le nord et dans le sud de la région. Dans le cadre de cette 2e phase de consultation, la population locale est appelée à faire des retours, des commentaires sur cette proposition de texte, ce après quoi une version finale sera présentée d'ici décembre normalement et soumise au vote. Un navire pétrolier a fait naufrage dans la baie de Manille jeudi dernier lors du passage du typhon Gaimi qui a fait au moins 22 morts dans l'archipel philippin. Le bateau MT Terra Nova, long de 65 mètres et qui transporte 1,4 million de litres de fioul, s'est enfoncé à 34 mètres de profondeur, à une distance de 3,6 miles nautiques à l'est de la côte la plus proche, soit environ 6,7 km, laissant craindre une catastrophe écologique dans les environs, d'autant plus qu'un autre navire pétrolier, plus petit celui-là, a également fait naufrage dans la zone samedi, avec aussi une fuite de fioul bien que moins importante. L'Institut de sciences marines de l'Université des Philippines a indiqué dans son dernier bulletin datant d'hier que la fuite de fioul avait déjà atteint les côtes de la province de Cavite hier et de Metro Manila aujourd'hui. De plus, 2 cas de marée noire ont déjà pu être observés hier à 2 endroits différents. Le site d'information philippin Rappler a indiqué que les gardes-côtes et le département de l'environnement avaient déjà commencé à nettoyer les côtes lundi. La plupart des valves du navire ont été fermées et doivent encore être scellées pour éviter qu'elles ne s'ouvrent lors de l'opération de repêchage qui sera effectuée après le siphonnage de 300 000 litres de fioul, une opération qui devrait à elle seule prendre 5 à 7 jours, voire 10 jours au plus selon les gardes-côtes. L'ONG de protection de l'environnement Greenpeace, qui a diffusé des images satellites du site du naufrage, a parlé de désastre écologique en devenir et a appelé le président philippin à soutenir les communautés locales et à mettre les compagnies de carburant fossiles face à leurs responsabilités afin que ces dernières payent pour les dommages occasionnés. L'ONG a déploré, je cite, un risque réel et durable pour l'écologie et pour les moyens de subsistance des communautés côtières. Selon le Bureau des pêches et des ressources aquatiques, ce sont en effet 11 000 pêcheurs de la péninsule de Bataan qui pourraient être affectés par la marée noire. La fille du dirigeant suprême nord-coréen Kim Jong-un aurait, selon les services de renseignement sud-coréens, déjà commencé à être formée pour succéder à son père à la tête du pays. C'est ce qu'a révélé le député sud-coréen du parti Pouvoir au peuple, le People Power Party, Lee Seong-kwon, après une réunion de la commission parlementaire en charge des questions de renseignement qui s'est tenue hier et lors de laquelle des responsables des services d'espionnage sud-coréens ont été auditionnés par les députés. Lee a indiqué que selon les services secrets sud-coréens, Kim Joo-ae, âgé de 12 ans, est le successeur le plus probable au sein du régime et que sa formation à la succession est actuellement en cours. Les services secrets avaient déjà indiqué en janvier dernier que la jeune adolescente succéderait probablement à son père, âgé de 40 ans, mais dont la santé serait en train de se détériorer. Les services secrets sud-coréens, qui surveillent de près la santé du dirigeant nord-coréen, ont indiqué que ce dernier pèserait 140 kg et présenterait un IMC supérieur à 45. Kim Jong-un aurait, de plus, déjà présenté des signes d'hypertension et de diabète, ce dès le début de sa trentaine.
Née en 2013, Kim Joo-ae est la fille de Kim Jong-un et de Ri Sol-ju, une chanteuse que Kim Jong-un a épousée en 2012. L'identité de cette petite fille a été confirmée la même année par un basketteur américain à qui l'enfant avait été présenté. Mais il a fallu attendre novembre 2022 pour que Kim Joo-ae fasse sa première apparition publique à l'occasion d'une cérémonie de lancement de missiles. Et depuis, ce sont 22 apparitions publiques que la jeune fille a fait à côté de son père, dont 7 cette année. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.